Je suis allée il y a quelques semaines à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés par ce fromage emblématique des Alpes, le Beaufort. Dégusté sur des plateaux apéritifs, chaud sur des gratins ou en fondue savoyarde, c'est un fromage à pâte pressée cuite qui est incontournable. Il y a un réel savoir-faire et chaque personne que j'ai pu rencontrer a un rôle indispensable dans sa fabrication. Le Beaufort AOP est donc pour moi le beau résultat d'un travail collectif et passionné, où chacun a à cœur de transmettre un produit de qualité. Son histoire ne date pas d'hier. En effet, dès le Moyen Âge, les paysans ont eu la volonté de valoriser le lait de leurs vaches et ont commencé à réaliser des meules de 10 kilos que l'on appelait vachelins. Ce fromage ayant une durée de conservation assez réduite, le processus de fabrication a changé pour laisser la place à des fromages plus gros, de 40 kilos, appelés gros-vires. Et c'est en 1865 que le gros-vire laisse la place au fromage Beaufort actuel. Je suis Anaëlle, blogueuse et créatrice de contenu food depuis plus de 8 ans, amoureuse de ma région. Je te fais découvrir des portraits de personnes inspirantes, des recettes et produits de saison typiques, avec mes astuces et techniques pour te régaler tout en prenant soin de ta santé. Mais aussi mes bonnes adresses culinaires et culturelles. Bienvenue dans Saveurs et Découvertes. Bonne écoute! Pour mettre en lumière toutes les étapes de fabrication, je suis allée à la rencontre de la coopérative laitière de Moutier. Chacun m'a accordé un peu de son temps pour partager son métier et la fabrication du Beaufort AOP. Le Beaufort, ce n'est pas un simple fromage, c'est la représentation du travail, de l'expérience et d'un savoir-faire unique où chacun a à cœur de valoriser son territoire à travers de jolis meules parfumés. Je suis allée voir Christian Carr, agriculteur et président de la coopérative laitière de Moutier, Elsa Rousset, fromagère, et enfin Quentin Collin, caviste affineur dans la cave Le Bois. Je commence cet épisode interview avec Christian que j'ai rejoint à la traite du matin dans son exploitation. Christian travaille de 5h du matin jusqu'à 19h et partage son temps entre la traite et les travaux de la ferme. Pendant son temps libre, il passe du temps en famille, mais œuvre également pour la valorisation et la préservation du Beaufort AOP. Il préside la coopérative laitière de Moutier depuis 2016. Mais avant ça, il s'est lancé en 1987 à l'âge de 19 ans et il est parti d'une exploitation vierge où il n'y avait pas de bâtiment. Il a donc bâti son exploitation au fur et à mesure et son activité pour lui a du sens. Le fonctionnement de la filière Beaufort est fait sur le modèle d'une association. Ce sont les producteurs qui se regroupent en plusieurs coopératives. Chaque décision concernant la filière est donc discutée en amont. Les producteurs fixent eux-mêmes le prix du lait et ça leur permet de pouvoir vivre de leur travail. Pas de géants de la grande distribution qui tirent les prix vers le bas ici, mais bel et bien les producteurs eux-mêmes qui œuvrent main dans la main. Je veux dire, on est maître chez nous, on est patron peut-être, mais ce que l'on fait, c'est vrai, on le fait avec du sens, c'est pas bêtement, on fait des gestes, on fait des choses au quotidien, quoi. Ouais, c'est l'amour du métier, voilà. Comme dans tous les métiers, faut aimer ce qu'on fait, sinon si on fait contre cœur, on ne le fait pas. Comme dans la coopérative, bon, c'est vrai que j'ai la présidence, que c'est lui par qui faut passer, mais le temps, c'est que, moi, personnellement, ça me sort du métier, tu vois des gens, il y a plein de choses, de la fabrication, de l'affinage, même si je suis pas de la partie, et quand tu discutes avec les fromages et autres, il y a des choses, tu dis, punaise, c'est vrai que mon lait sert à faire ça, mais est-ce qu'il y a des choses à modifier, à travailler, à faire attention? C'est riche, quoi. C'est un vrai travail d'équipe au final. Le fait Ouais, de mais c'est faire, intéressant parce que ouais. c'est pas qu'on se sent impliqué, mais tant qu'on n'est pas fromage et autres, il y a quand même des choses qu'on peut apporter, qu'on peut échanger, quoi. Ça ouvre l'esprit, quoi. C'est une Faut passion, vraiment puis, avoir à cœur ouais, et de... puis se dire, voilà, on se lève le matin, on sait qu'on fait quelque chose dont on est fier, on est content d'avoir fait, quoi. Moi, je suis rentré dans la filière il y a plus de 30 ans. J'aimais les Belges, j'aimais tout ça. Mais le fait d'être intégré dans le système collectif, ben, ça fait prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Et puis qu'au final, ce qu'on fait, je veux dire, c'est pas que c'est pour rien, mais qu'au final, on a quelque chose en vous qui fait plaisir, quoi. Il a depuis 2 ans modernisé son exploitation afin de pouvoir la transmettre. C'est quelque chose qui est important pour lui. Malgré tout, il est conscient que le repreneur devra faire face à beaucoup de challenges. Le côté vrai du métier, c'est qu'on a des contraintes, bon, financières, on a des contraintes de normes administratives, tout ça, tout ce qui régit un petit peu la façon de travailler. Mais ça devient de plus en plus lourd, faut aussi des problèmes innates. Et c'est vrai que quand on voit les slogans, on nourrit la France, on nourrit on nourrit les personnes, on a un métier. Le retour de ce que l'on fait pour la population, c'est vrai que des fois c'est compliqué. On nous assomme de normes, on nous assomme de plein de choses. Et c'est vrai que
c'est pas que ça décourage les jeunes, mais au bout d'un moment, il faut quand même d'abord vivre de son métier, pour qu'on puisse en sortir un revenu. Mais l'autre problème, c'est que faut pas que ça décourage non plus. Ça, c'est le problème. Les coopératives, on est en gestion directe, c'est-à-dire c'est les producteurs qui gèrent la coopérative depuis la collecte du lait jusqu'à la commercialisation. Donc, on n'a pas d'intermédiaire, on est maître de notre produit, sachant que bon, c'est prenant au niveau, c'est chronophage, ça prend du temps pour s'en occuper. Mais la ligne politique de ce que l'on veut faire ou des choix qu'on doit faire de nos commercialisations ou même investissement ou ce qu'on veut faire de notre lait, bah, bon, c'est du Beaufort, c'est sûr que c'est un beau produit qui est rémunérateur. Mais le fait d'avoir une coopérative, d'être acteur dans sa coopérative, c'est un gain de garantie au niveau sécurité au final du prix du lait. Alors pour le coup, quelles sont les démarches pour réaliser du Beaufort? Tout le monde peut le faire? Bah, pour être producteur de la Beaufort, d'abord, il faut respecter le cahier des charges. C'est un engagement dans la filière. Donc, ce cahier des charges est régi donc toutes les règles de fabrication du Beaufort, du fromage, depuis le producteur de lait, depuis la fabrication de ce lait, quoi, la collecte du lait, jusqu'à sa commercialisation sous forme de fromage. Pour être producteur, ben, donc c'est un engagement, c'est respecter le cahier des charges, c'est une déclaration dans son système d'exploitation qui correspond au décret au cahier des charges Beaufort. Comment ça se passe? Eh ben donc, il y a des nouveaux entrants ou des personnes qui veulent être producteurs dans la filière. Ils sont suivis au niveau de la filière par l'intermédiaire des droits à produire. On a tous un droit à produire qui correspond à ce que l'on peut faire sur l'exploitation, avec des critères, avec un règlement d'attribution, qui lui peut évoluer dans le temps en fonction de l'évolution du système. Le cahier des charges à l'origine a été fait dans les années 68. Il a été fait selon un mode d'exploitation qui correspondait à ces années-là. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Il y a le changement climatique surtout qui influe là-dessus, au niveau d'exploitation. Mais il y a aussi les attentes et les envies des jeunes, des producteurs qui ont évolué. L'atout majeur du Beaufort est le fait que ce fromage soit reconnu par un signe de qualité, l'AOP. Son goût, sa qualité et l'attrait touristique de la région font le reste. Il a le label AOP depuis le 4 avril 1968. Tout est donc dicté dans un cahier des charges qui régit de la qualité de l'herbe jusqu'à l'affinage des meules dans la cave. Alors Christian répond à la question qui m'est souvent parvenue. Quelle est la différence entre les trois types de Beaufort? Comme c'est du lait livré à la coopérative, donc c'est du lait qui est mis en commun. La coopérative travaille selon l'endroit où est ramassé le lait, donc en dessous de 1500 mètres, c'est du Beaufort d'hiver. Entre le 1er novembre et le 31 mai, donc c'est du Beaufort d'hiver. Passé cette date, si ce lait est ramassé en dessous de 1500 mètres, mais comme c'est un mélange de lait de différents producteurs dans une coopérative, c'est du Beaufort d'été. Et le chalet d'alpage, c'est des gens qui ont un troupeau sur un alpage bien déterminé, qui fabriquent deux fois par jour. Enfin, il y a un producteur qui valorise son lait directement, qui n'a pas de mélange de lait. Donc, dans des conditions bien particulières. Et dans ce cas-là, il y a la dénomination chalet d'alpage. C'est-à-dire que là, mon lait est pris en charge et il est ramassé le matin, donc à la fin de la traite. Il ramasse le lait chaud du jour et le lait froid de la veille qui a été refroidi. Et après, c'est la coopérative qui le travaille, qui le valorise derrière. Alors que le chalet d'alpage, c'est l'agriculteur, l'été, à partir de début juin jusqu'à 1500 mètres d'altitude. C'est lui qui fait la traite, qui transforme son lait et qui le met en valeur. Alors que là, donc, les coopératives ou les ateliers privés qui ont du lait différents producteurs, c'est un travail d'équipe avec des salariés. Quelles sont les races de vaches qui peuvent produire du lait pour la réalisation du Beaufort? Christian, comme d'habitude, a tout résumé. Alors, je reviens toujours à l'idée que le Beaufort est rattaché à un territoire. Donc, sur le territoire, il y a des races ancestrales qui ont toujours été présentes. Pour la tarentaise, donc on s'appelle nous communément la tarine, c'est la race tarentaise, mais aussi l'abondance, dont le berceau est pas très loin de chez nous, mais qui a toujours été présente sur le secteur. Donc, c'est bien deux races autorisées, l'abondance et la tarine, en race pure, pas de croisement. Mais aujourd'hui, il y a quand même une sélection qui est faite en race pure, aussi bien pour l'abondance que la tarine, ce qui fait qu'on a conservé cette typicité. C'est des races de montagne, des petites, en gabarit, c'est des petites vaches. Elles sont adaptées à l'alpage, à l'altitude. Et après, au niveau du lait, c'est vrai qu'elles ont un lait un peu plus riche du fait qu'on a axé le développement de la production laitière pour faire du lait fromageable. Les producteurs sont au plus proche de la nature. Le changement climatique change leurs habitudes et il faut donc s'adapter. Bah, le changement climatique, ça influe sur la pousse de l'herbe, sur les pratiques aussi, parce que bon, on décale les montants d'alpage, on décale le fonctionnement, même nous, les coopératives ou les ateliers qui ramassent, ça chamboule un petit peu les tournées, les façons de faire, quoi. Donc, il y a l'alimentation, il y a même les animaux eux-mêmes, que bon, les coups de chaleur, les coups de gros mauvais temps, de pluie, les périodes de pluie assez longues. Nous, on en subit les conséquences, mais les animaux, faut pas les oublier aussi. Là, ça influe sur la production laitière, mais après, tout ce qui est le parasitage aussi. C'est-à-dire, avec les coups de chaleur, on voit apparaître des maladies, des choses qu'on n'avait pas auparavant. Des insectes qui arrivent de pays chauds, des pays du haut réchauffement, qui viennent chez nous. Et c'est des maladies qu'on n'a pas jusqu'à maintenant, qu'on rencontre et qu'il faut s'adapter.
et qu'il faut essayer de faire au mieux pour soit les contrer ou qu'il n'y ait pas d'influence négative sur les animaux, quoi. Il a pu m'expliquer aussi que l'entraide est primordiale. Les troupeaux sont souvent réunis afin qu'ils puissent paître dans les alpages. Mais ce n'est pas Christian qui fait la traite l'été. Il confie ses vaches à des salariés. De son côté, il s'occupe de récolter les foins pour l'hiver. La surveillance est alors l'affaire de plusieurs personnes avec les groupements pastoraux, ce qui leur permet d'être un peu plus sereins. Mais ça n'enlève rien à la routine habituelle. Traire les vaches matin et soir malgré la mise en alpage. Et quand une vache se blesse et a besoin d'être rapatriée dans la vallée, je vous laisse imaginer les contraintes qui en découlent. Il me donne du coup quelques infos sur les différentes transhumances de ces vaches. À la fin de l'hiver, courant avril-mai, les troupeaux ils sortent au printemps, dès que l'herbe elle pousse, on sort autour des bâtiments. Au fur et à mesure que l'altitude, l'herbe elle pousse aussi, on monte en alpage, on appelle ça les montagnettes, à des alpages 800 000 mètres. Et après l'alpage, généralement, ça démarre autour de 13, 14, 1500 mètres. Donc, on suit la pousse de l'herbe et les saisons. Et en sachant qu'au mois d'août, la pousse de l'herbe à 2000, 2005, c'est beaucoup plus court. On arrive un petit peu au maximum de la pousse. Avec les risques météo, les coups de neige, les coups de mauvais temps qu'on peut prendre en altitude. À partir de fin août, début septembre, les troupeaux commencent à redescendre, donc à repâturer ce qui a été mangé du courant juin. On fait la marche arrière de ce qui a été fait au printemps. On m'a posé la question du bien-être animal dans une exploitation. Je vous laisse en juger. Hermine, je vous la présente. Hermine. Hermine. Non, c'est la plus vieille du troupeau. Elle est super sympa. Et j'ai sa fille Perdrix, qui n'est pas très loin, j'ai vu tout à l'heure, juste après le poteau. Elle a le même caractère, elle est super. Là, c'est vrai qu'il y a des vaches qu'on s'attache, et quand elles partent de l'exploitation, ça fait quelque chose. Moi, je dis franchement, il y a des vaches avec des super caractères, puis bon, voilà. Malheureusement, une vache, quand elle ne peut plus produire de lait, est reclassée en vache de réforme et est destinée à l'abattoir. Mais il peut y avoir des exceptions. Et est-ce que tu pourrais te dire, par exemple, celle-là, vraiment, je suis trop attachée, bah, tant pis, elle fera sa retraite là. Et... Ben, Je moi, dans le l'aménage, principe, les bêtes, tant qu'elles font du lait, qu'elles n'ont pas de problème, elles durent tant qu'elles veulent. La vache la plus vieille que j'ai eue, c'est quand j'étais encore dans les vieux bâtiments. Au début, je me suis installé. Elle est partie malheureusement, elle avait 17 ans. C'est la plus vieille que j'ai. Et là, elles partent entre 12, 13, 14, 23. Je les laisse vieillir. Bon, on n'a pas une super production laitière. C'est vrai que les vaches, elles vieillissent bien. On les pousse pas à nouveau alimentation. Donc, c'est une chance de faire vieillir ces vaches. Soit malheureusement, bon, en cas de problème, ben, on peut aussi décéder. Mais généralement, on les fait partir comme vaches de réforme, donc à l'abattoir. Et la finalité, ben, c'est qu'elles vont faire de la viande derrière. Même l'âge qu'elles ont, c'est pas une viande de grande qualité, mais c'est de la viande quand même. Est-ce qu'il y a peut-être des dispositifs pour prendre des vaches retraitées, pour qu'elles finissent Ben, il y leur a des jour, gens, c'est vrai que, ouais, on voit sur les réseaux, comme là, il y a pas longtemps, il y a le gars du Cré-Coquet qui est pas loin de chez moi. Une vache qui était un petit peu, beaucoup de sentiments avec. Bah, eux, qu'elle parte à l'abattoir, ils ont trouvé quelqu'un qui va la laisser vieillir, chez eux, quoi. C'est C'est quelque rare. chose que tu pourrais faire? Bah, si je trouve quelqu'un sur une bête qui me fait plaisir, pourquoi pas. On sait que c'est un sacrifice financier parce que bon, c'est quand même une certaine valeur. Mais après, c'est un choix de l'éleveur. Quand elle passe 10, 14, 15 ans dans une exploitation, que tu es au contact quasiment au jour le jour, ouais, moi, je dis c'est des vaches attachantes. Elles sont chiantes parce que c'est un petit peu des bons caractères, des super sympas. On peut facilement se perdre dans les différents labels. J'ai pu poser la question à Christian du bien fondé d'une éventuelle certification bio sur le Beaufort. Alors, le lait, même le Beaufort en général, on peut dire qu'il est bio, quoi, parce que bon, au niveau des cahiers des charges, on restreint donc les fertilisations. Les bouts d'épandage sont interdits. Les produits fermentés sont interdits aussi. Il n'y a que la partie médicamenteuse, c'est-à-dire le soin des animaux avec les soins vétérinaires, donc les antibiotiques. Et encore, on est quand même plus restreint. Il y a quand même une prise de conscience à ce niveau-là. Mais c'est vrai que on n'a jamais demandé le label bio au lait à Beaufort, même le Beaufort lui-même, parce que c'est dans la pratique, dans le cahier des charges, on respecte on respecte ces critères du bio, quoi. Donc, Et la fertilisation, c'est vrai qu'elle est très très limitée chez nous. Il y en a quasiment peu, hormis quelques endroits, mais c'est vraiment atypique, quoi. Dans le système d'exploitation, on respecte, on travaille à base de fourrage local. Enfin, il y a pas mal de choses qui fait qu'on n'a pas de pesticides, on n'a pas de culture avec tous ces risques de pesticides, de produits autres que de produits naturels. Concentré qu'on met donc en complément de la ration, donc du foin. Il y a un cahier des charges aussi, donc on n'a pas droit aux OGM, aux additifs, à des produits qui sont un petit peu contraires à notre philosophie du Beaufort. Est-ce que ça vaut la peine de demander le bio alors que de nous-mêmes, du fait de nos pratiques, on le fait naturellement? Est-ce que c'est pas non plus une reconnaissance du métier, du produit que l'on fait, sans rajouter des labels, parce que bon,
Un label, ça met des contraintes pour y arriver. Alors que nous, les contraintes, les cahiers des charges, et c'est quelque chose qu'on fait déjà au quotidien depuis. Après, le bio, c'est vrai que c'était, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est très bien parce qu'on encadre un petit peu certaines choses à l'origine du bio, mais le bio, après, tout le monde s'engouffre dans ce label, on arrive un petit peu à tout et n'importe quoi. Dans l'esprit des gens, il y a pas aussi une confusion, parce qu'on a le label bio, on a le label viande rouge, on a le label, pas mal de labels là-dessus. Donc, au bout d'un moment, on arrive à une multitude de choses que les gens, on s'y perd. Et comme je reviens à l'histoire de blé à Beaufort, du fait des pratiques, on n'a rien inventé, on fait ce qui se faisait auparavant par rapport aux anciens, ce qu'ils avaient sous la main. Donc, on n'a pas rajouté des choses qui cachent ou qui dénaturent le lait ou ce que l'on fait dans les pratiques. Donc, c'est pour ça, à poser un label bio sur notre Beaufort, est-ce que c'est pas mettre un doute aux consommateurs, dire tiens, ils ont mis un label parce qu'ils ont fait quelque chose pour y arriver, alors que là, naturellement, on le fait. Pour terminer la partie avec Christian, je lui ai demandé la fameuse question de fin. Comment est-ce qu'il voit la filière dans 10 ans? J'espère qu'il y aura le maximum de producteurs sur l'ensemble du territoire, déjà ça. Que le fromage, il évolue, c'est vrai, mais qu'on conserve un petit peu ce fromage un petit peu atypique. Bon, il faut que les gens ils s'intègrent, il faut leur faire leur place, c'est normal, c'est la suite. Moi, je pense que le tissu au niveau des producteurs, faut qu'il y en ait un peu partout. C'est ce qui fait vivre un petit peu les territoires, la société qui vit avec. Nous, on a besoin de la société aussi pour vivre notre métier. C'est aussi un échange. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait le maximum de personnes et puis que les gens ils s'impliquent. L'aspect collectif, c'est une richesse qu'il faut surtout pas perdre. En commun, les moyens pour arriver à faire ce que l'on fait. Que tout seul, c'est vrai c'est pas dit qu'on puisse faire ce qu'on a fait. Est-ce qu'on fait nos anciens, ça c'est quelque chose qu'il faut pas perdre. C'est-à-dire, c'est une leçon qu'ils nous donnent parce que bon, ils ont quand même réfléchi à quelque chose qui est cohérent, qui correspond à ce qu'on fait chez nous. Il faut le continuer peut-être d'une façon un petit peu différente pour faire attention à ce que l'on fait, quoi. Ce que les jeunes vont faire par la suite, quoi. Ouais, faut pas perdre son âme là-dedans, quoi. Ouais. Maintenant, je retrouve Elsa, fromagère à la coopérative laitière de Moutier, qui va m'expliquer la fabrication du Beaufort AOP et son métier. Une fois que le producteur a terminé sa traite du matin, son lait est entreposé dans une cuve en attendant le camion citerne de la coopérative. Le lait est versé dans de grandes cuves en cuivre de 7300 litres, ce qui correspond à la production de 12 Beauforts. Je vous épargne les calculs, mais pour le coup, une grande meule de fromage de 40 kg nécessite 400 à 450 litres de lait. Alors imaginez un peu les quantités de lait nécessaires pour remplir une cave d'affinage. Avec le cahier des charges pour la labellisation AOP, toutes les étapes de la collecte à l'affinage sont codifiées. Dans ces grandes cuves en cuivre, on ajoute le lait collecté du jour. Ce lait chauffé à 33 degrés est ensuite emprésuré de façon naturelle et traditionnelle avec de la caillette de veau, entre autres. Ce lait va alors former comme un flan. Elsa m'explique le test qui est fait à cette étape. Tu vérifies si ton gel il est assez ferme pour le découper, puisque s'il n'est pas assez ferme, tu fais de la soupe. Le lait caillé est alors tranché dans des cuves pour faire ressortir le petit lait. Les petits grains de lait caillé sont ensuite constamment brassés et chauffés progressivement à 54 degrés, toujours dans le but de faire ressortir tout le petit lait. Le mélange est alors versé dans le moule puis pressé pendant une vingtaine d'heures. Les fromages sont alors retournés plusieurs fois et le moule resserré avant de partir en cave. Elsa m'en dit un peu plus. Alors, ajustez un peu le son pendant cette partie. Malheureusement, le son est bien parasité par les machines autour. À 90-97, en gros à ébullition. Ensuite, une fois que le petit lait il arrive à ébullition, on va précipiter les protéines sériques avec de l'essai. Donc c'est un vinaigre à partir de lactosérum ou de petit lait. Et ça va nous faciliter de l'huile, ça va couper les protéines et ça va les faire remonter à la surface. Donc, comme ça, on aura une recuite qui sera belle pour faire les frites. Elsa m'a ensuite expliqué son métier, mais aussi la direction qu'elle souhaite prendre et toujours dans la filière Beaufort. Ça témoigne vraiment de la passion de chacun des intervenants qui réalise ce beau fromage. Moi, je sais que j'aimerais bien, enfin, je veux déjà faire quelques années en coopérative, mais j'aimerais beaucoup aller en alpage, de faire pendant les saisons et tout. Après, je sais que c'est vachement physique, donc tu voudrais faire du Beaufort de chalet d'alpage, en fait. Ouais, mais ça doit être chouette, ça. Là, en fait, c'est beaucoup plus physique, mais comme tu as beaucoup moins de litrage à faire, c'est quand même... Là, tu vois, on fait 44 fromages. Donc, en alpage, des fois, ils en font 6 maximum. Tu vois, même si tu es tout seul, tu fais 2 fabrications par jour. Du coup, ça veut dire 3 fromages. Parce que c'est pareil, quand tu es en chalet d'alpage, tu as certaines... le cahier des charges est encore plus strict.
C'est maintenant Quentin, caviste affineur, qui a été mon hôte. Il m'explique son rôle au sein de la coopérative laitière de Moutier. Donc là, on est sur le site de Lebois, donc le deuxième site de la coop de Moutier. Donc ici, c'est complètement robotisé. Ça veut dire que manuellement, on va dire au niveau des soins, on fait rien à la main. Donc ça va être des robots comme celui qu'il y a ici, qui vont soigner les Beauforts. Au niveau de la qualité des Beauforts, par contre, c'est nous qui faisons manuellement. On va les prendre et on va dire tester la qualité de pâte avec ce que j'ai ici, une sonde. Nous, on les tourne, on va tourner les Beauforts, les sonner, ce qu'on appelle sonner. Et après, si on a un doute sur un bruit qu'on entend différent, c'est là qu'on va, ce qu'on appelle tirer une sonde. Donc, on va venir sonder et regarder l'état de la pâte à l'intérieur de la meule. C'est là qu'on va voir s'il y a une bulle d'air, une lainure, une ouverture de pâte ou un défaut dans la meule. Et c'est là qu'on va vraiment classer les meules. Une belle meule qui a aucun défaut, on parle vraiment pas de la croûte, tout ça, on va vraiment parler que de la pâte. Si la pâte elle est vraiment lisse, nickel, ce sera un beau Beaufort. Et sinon, il passera en lainé, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture dans la pâte. Ici, on a 10 caves, mais il y a 1088, donc ça fait à peu près une capacité de stockage ici à Lebois de 13 000 meules. Donc sinon, tout ce qui est vraiment le soin à la main, les tournées, ici, il y a tellement de caves, c'est tellement rempli, ils ont mis 3 robots. Donc nous, on fait le nettoyage des robots, on fait les entretiens, on recharge en saumure, tout ça, et après on lui lance un programme, il le fait. Les cavistes sont du coup secondés par des robots depuis 1992 et ce sont eux qui vont avoir la charge de retourner les meules de Beaufort de la cave et d'appliquer un mélange afin de parfaire l'affinage. Ça porte vraiment bien son nom, c'est un robot, il est complètement autonome, on lui donne un programme, il le fait. Mais malgré tout, rien ne remplace le savoir-faire humain. Il y a ensuite toute une expertise et une traçabilité derrière chaque meule. Chaque fromage est alors traité avec soin pendant plusieurs mois. Ce qui est bien, il y a toujours du travail manuel, c'est-à-dire que nous, avant de lancer un robot dans une cave, on va venir toucher les Beauforts. On va faire toutes les caves et on va venir toucher et sentir, voir un peu comment ils sont les Beauforts. S'ils ont tendance à être secs et un peu vraiment secs en talons et en surface, on va venir frotter. Et s'ils sont humides, on va enlever, que des fois il y a de l'eau dans la cave, on va racler la cave et on va mettre ce qu'on appelle des planchers chauffants. Nous, on a un programme et en fait, ça va venir réchauffer la cave pour vraiment assécher les Beauforts. Vous avez vu, on peut voir la différence. Ça, c'est un Beaufort qui a été fait le 21. On est le 24. Donc, il a été fabriqué il y a 3 jours parce qu'il y a un cycle. C'est qu'il est fabriqué. Et après, il est travaillé cercle, toile. Ensuite, ils viennent, comme on peut voir derrière, sur des racles. Donc, encore cerclés en bois. Et ensuite, ils sont envoyés en saumure 24 heures pour qu'ils durcissent. Ils sont là, on pourra voir la différence. Là, il est tout dur. Et dans les racks, il sera tout mou et encore chaud. Et donc, ça, c'est ce qu'on va appeler un Beaufort frais. Et à l'affinage, on va injecter avec le robot ce qu'on appelle de la morge et de la saumure. Donc saumure OSL et la morge, résidu de frottement avec la saumure et le Beaufort. Et ça donne une couleur un peu orangée, liquide. Pour affiner un Beaufort, c'est simple. À partir de 1 à 2 mois, il faut le frotter saumure et morge. Après, ce qu'on va appeler, comme on a vu dans le cas, moyen affiné. Donc on va venir injecter tout doucement pour redonner de la couleur, de la morge et de la saumure. Et à partir de 5 mois, on va injecter que de la saumure. C'est pour éviter tout ce qui est ce qu'on appelle la fleur blanche. En fait, la saumure à la broche va enlever ça. Et on va venir tout doucement, en fait, le soigner pour qu'il garde sa belle couleur. Et pour qu'il soit vendu, il faut au minimum 5 mois et après, il n'y a pas de limite. On a déjà gardé des Beauforts à Moutier qui avaient 1 an et demi, 2 ans. Ça reste un vin. Un vin, il peut rester 10 ans en cave. S'il est bouchonné, tant pis. Par contre, un Beaufort, c'est pareil. Autant il peut rester 2 ans. On tire une sonde, on goûte, il est super bon. Les arômes ressortent, les saveurs. Et on va le vendre forcément un peu plus cher. Et ça se peut, que malheureusement, au bout de 2 ans, on goûte, il n'est pas du tout bon et ça va partir soit à la fonte ou soit au râpé. La meule de Beaufort est comme tatouée afin de pouvoir la suivre si besoin et des échantillonnages sont réalisés pour toujours tester le lait. En sortie de fabrication, des fois, je crois que c'est au début du mois, ils tirent des sondes ou certaines cuves et ils envoient des sondes à l'analyse pour voir un peu la qualité du lait. Donc c'est pour ça, oui, ça fait des trous comme ça. Mais ça va venir refaire une croûte par la suite, ça se verra plus. Chaque chute de Beaufort est valorisée ensuite un maximum pour ne rien gâcher. Et là, je pense que vous allez être aussi étonnés que moi. Donc on va le râper pour faire les sachets de fondu parce qu'il n'aura pas un goût Beaufort. Ça finit en fondu ou à la fonte pour faire tout ce qui tout ça. En fait, quand on taille les frais, donc là, c'est les Beauforts, je vous disais, qui sont là, on peut toucher, ils sont mous. Le cerclage, en fait, c'est les fromagers, donc ils cerclent. Ça peut arriver, ça, c'est ce qu'on appelle de la rognure. Et en fait, nous, tous les matins, on a les Beauforts d'il y a 3 jours et on vient les tailler. Ça veut dire, on prend un autre pinel, donc il n'y a plus le cercle, tout ça, on a le Beaufort comme il est en cave, et on vient en fait donner, on va dire esthétiquement, lui redonner sa forme. Et en fait, cette rognure, ça part à la fonte, c'est fait pour faire la. Faut regarder derrière les papiers de vous dire que c'est de la rognure de Beaufort, tout ça. Donc ça, c'est la bordure là qui dépasse. À la fin, vraiment dans le cycle à la fin, il sert à faire la.
Enfin, comme chaque personne que j'ai pu voir pendant cette journée, Quentin m'explique son parcours et sa passion du métier. Alors, ça va faire 2 ans et demi que je suis ici. Donc, je suis passé par service livraison et après, je suis passé en tant que caviste. Et à la base, j'ai des diplômes d'éducateur sportif. À la base, je suis éducateur sportif. Et je suis arrivé dans la région il y a 3 ans. J'ai pas trouvé vraiment un job qui, même dans ma branche, qui m'interpellait, que vraiment j'étais bien dedans. Donc, je me suis orienté, j'avais des connaissances sur la COP de Moutier. Donc, j'ai fait service livraison, je suis passé en cave et après, la passion, elle est venue comme ça. Vraiment, le côté technique, vraiment l'apparence, l'odeur, tout ça, faire attention aux moindres détails. Et je pense, ouais, j'en ferai mon métier, je pense. Ah, franchement, c'est cool. Même moi, je m'y attendais pas. Je me suis dit, je me laisse un an en cave, voir ce que ça donnait. En fait, j'ai vraiment accroché, vraiment côté technique, tout ça, faire attention. Franchement, j'ai bien aimé. Même le contact un peu avec les gens. J'étais venu en vacances pendant 2, 3 ans. Bon, après, on va dire, entre guillemets, tomber amoureux de la région, la montagne, tout ça. Vous pourrez retrouver du Beaufort AOP directement dans les coopératives de la région. L'AOP garantit bien des meules réalisées dans les règles de l'art. Quand vous achèterez un morceau de Beaufort, ne voyez pas ce morceau comme un simple fromage, mais comme un travail, une expertise, un savoir-faire et un amour du métier transmis par chacun de ses acteurs. Je remercie la coopérative laitière de Moutier et la filière Beaufort qui m'ont ouvert leurs portes, et si vous avez apprécié écouter cet épisode, sachez que tout est retranscrit sur le blog avec des infos supplémentaires, mais aussi les photos de ma journée avec la vidéo sur mon compte Instagram. J'espère que cet épisode sur le Beaufort AOP vous a plu autant qu'à moi et que vous aurez envie d'en manger un morceau à la fin de cet épisode. N'hésitez pas à me laisser vos retours, avis et notes 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!